Bienvenue dans la salle à Alan Turing pour cette deuxième conférence du premier jour de Supply Chain Event. Là, on va parler avec L'Oréal et avec le cabinet de conseil KPMG d'une stratégie en fait direct to consumer, donc DTC, une stratégie e-commerce mise en place par L'Oréal, donc qui implique une transformation à la fois de la supply chain et des outils, et puis une mise en place, ils vont nous en parler, mais la mise en place d'un OMS, donc un orchestrateur de commandes. Donc pour en parler, parce que je vais vous laisser, messieurs, il y a Amir Hanskog qui est directeur omnicanal monde de la supply chain client chez L'Oréal, alors client D2C et B2B, et puis Cyril Hernu qui est senior manager de KPMG. Voilà, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous entendez bien? Bon, est-ce que vous avez faim? Oui? Ce n'est pas tout à fait l'heure du déjeuner encore, mais bon, on espère qu'avec notre présentation, on va vous faire monter un peu l'appétit, au moins susciter un peu d'intérêt, parce qu'on va vous parler de burgers aujourd'hui. Je laisse un peu le suspense pour le moment. On va vous dire de quoi il s'agit. Donc en effet, moi je suis donc Amir Hanskog, je suis directeur global pour le D2C, donc omnicanal chez L'Oréal, et le B2 Small B. Donc D2C, donc le retail, donc tout ce qui est boutique en propre, mais aussi l'e-commerce, que ce soit nos sites en propre ou via des marketplaces, et aussi le B2 Small B qui sont nos petits clients, donc les coiffeurs, les pharmacies, parce que c'est un business qui ressemble beaucoup au D2C. Donc ça a du sens que c'est chez moi. Et avec moi, donc, sur ce projet, on a travaillé avec KPMG. Donc, Cyril, je te laisse l'honneur. Oui, bonjour à tous. Cyril Hernu, je suis ravi d'être là. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Amir sur ce beau projet de transformation du e-commerce. Et par ailleurs, je fais partie d'une équipe de conseil chez KPMG qui s'appelle Strategy Customer and Operations. Donc, on est 150 en France, plus de 2000 dans le monde, donc ça mériterait une présentation détaillée. Mais comme aujourd'hui, on parle de e-commerce, j'insisterai peut-être juste sur un point, c'est que la particularité de cette équipe, on rassemble à la fois des expertises supply chain classiques, entrepôt, planification, mais aussi des expertises de l'expérience client. Et donc sur des projets de déploiement e-commerce ou transformation du e-commerce, c'est utile parce que ça permet de solliciter des expertises sur Salesforce, sur l'entrepôt, sur le Customer Care. Donc c'est un beau potentiel pour accompagner nos clients sur ces sujets. Voilà, mais sans plus attendre, je te laisse, Amir, démarrer avec la présentation de notre projet Burger. Oui, très bien. Donc, pour vous donner un peu de perspective, un peu d'introduction de ce que c'est le D2C chez L'Oréal. Donc, L'Oréal, vous le savez sans doute, c'est un ensemble de à peu près 50 marques, donc un grand groupe cosmétique. Et donc, ce qu'on considère comme D2C, donc, comme je disais, c'est ce qu'on appelle le retail, donc nos boutiques en propre, ou des comptoirs où on détient le stock. On en a 1500 des place of sale, des POS dans le monde, donc c'est quand même assez grand, avec des marques comme Aesop qu'on vient d'acquérir. Aesop à elle seule, c'est 533 magasins dans le monde, donc c'est quand même assez grand. Il y en a aussi des marques comme Kiehl's ou NYX ou d'autres marques aussi, comme Lancôme, YSL, etc., surtout en Asie. C'est aussi donc l'e-commerce, donc on a des sites en propre. On en a 220 dans le monde, donc ça fait beaucoup. Et la raison, c'est parce qu'on a en fait des sites par marque et par pays. D'accord, donc on a beaucoup de marques et puis on a beaucoup de pays, donc ça fait 220 sites e-commerce en propre qu'on opère dans le monde. Et puis troisièmement, donc on a, et ça va être un peu aussi le sujet du jour, on opère sur des marketplaces. Donc aujourd'hui, on en a 12 et on est présent sur, donc c'est des acteurs généralement globaux qui sont aussi présents sur plusieurs géographies, comme par exemple Amazon, ils sont présents aux US, au UK, en Allemagne. Et puis on a des gros acteurs aussi comme TikTok. Maintenant, bon, c'est du social commerce, mais on les considère aussi comme des marketplaces chez nous. Et puis des gros acteurs, notamment en Chine comme Tmall. Donc, quand on parle de 3P, c'est à distinguer du 1P. Ou 1P. 1P, c'est lorsqu'on est vraiment dans une relation B2B avec la marketplace. Donc on vend nos produits à la marketplace et c'est la marketplace ensuite qui vend les produits au consommateur final. Lorsqu'on est au modèle 3P, c'est nous qui sommes vendeurs.
D'accord? Donc, on a deux archétypes de 3P chez L'Oréal. On a le Fulfill by L'Oréal, où on vend nos produits sur la marketplace, et c'est L'Oréal derrière, avec ses capacités de 3PL, centrale de distribution, etc., qui fait le fulfillment. Et puis, il y a le modèle 3P Fulfill by Platform, où en gros, c'est la marketplace avec ses capacités logistiques qui va faire le fulfillment, mais le stock qui est dans leur entrepôt est détenu par L'Oréal. Et c'est nous qui sommes vendeurs sur la plateforme. Donc ça, on considère ça comme étant du D2C chez L'Oréal. Donc en termes de volume, donc on a à peu près 110 millions de commandes par an sur le D2C, en e-commerce spécifiquement. Je n'ai pas compté les boutiques retail. Comme vous le voyez, hein, c'est vraiment une grosse quantité qui vient de l'Asie du Nord, où la Chine représente à elle seule 80 millions de ces commandes-là. Ensuite, on a des zones qui sont plus émergentes. Donc, notre zone SAP-MENA, donc South Asia, Pacific, Middle East and North Africa, donc une grande zone, mais où on a une très forte accélération, notamment via des marketplaces comme Lazada, Shopee, et également TikTok, qui est vraiment en train d'accélérer énormément. À l'ouest, on est toujours plutôt sur des sites en propre. On est vraiment encore assez embryonnaire. À part l'Amérique du Nord, on est vraiment en train d'accélérer avec Amazon. Mais les volumes de commandes qu'on a en Europe, notamment, c'est essentiellement drivé par les sites en propre. Donc il y a une vraie opportunité d'accélération sur les marketplaces en Europe. Pour supporter donc, tout ce volume hein, de commandes, on a un réseau de distribution qui est composé de 15 d'ici L'Oréal qui font aussi bien du B2B que du D2C. Donc les deux canaux de distribution. On a 27 3PL dont certains sont spécialisés en D2C, d'autres sont un mélange de B2B et de D2C. Et puis finalement, on a donc 28 centres de distribution qui sont opérés par des marketplaces. Donc ça peut être du Amazon, ça peut être du Lazada, du Shopee, etc. Donc voilà, donc c'est un petit overview de ce que ça représente pour nous. Alors, si on regarde le marché, donc le marché a énormément évolué. Hein, je pense que vous le savez tous, la montée de l'e-commerce. Lorsqu'on était en 2010, hein, la plupart des ventes étaient faites avec des retailers traditionnels, physiques, hypermarchés, supermarchés, etc. Aujourd'hui, depuis, il y a eu l'émergence hein, des e-commerçants, des pure players en e-commerce. Hein, vous connaissez tous Amazon, je suppose. Il y a le groupe Alibaba hein, qui opère notamment Tmall, Pinduoduo. Et sur le top 6, hein, vous voyez, il n'y a qu'un seul retailer traditionnel physique qui est toujours dans le top 6. Hein, et c'est Walmart. Et vous voyez que la croissance en fait, de Walmart, elle a été beaucoup drivée aussi par l'e-commerce. Donc c'est vraiment l'e-commerce qui drive la croissance. On s'attend à ce que ça continue à évoluer dans le même sens. Hein. On s'attend à ce que les chiffres d'affaires hein, de ces grands retailers e-commerce va continuer à augmenter. Walmart sera toujours dans le coup, on suppose. Et on pense que les marketplaces, toutes seules, elles feront 51% de la croissance mondiale de l'e-commerce. Donc chez L'Oréal, on a vraiment intérêt à être présent sur ce canal de distribution, hein, si on veut garder notre position de numéro 1 mondial en cosmétique. On peut passer à la prochaine slide. Donc si on regarde les différents modèles, donc ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment le modèle 3P qui est favorisé par ces marketplaces. Même Amazon, qui aujourd'hui a toujours beaucoup de 1P, on pense qu'en 2030, 3/4 en fait, de leurs opérations, de leur volume, viendra du 3P. Donc des vendeurs qui vendent sur leur site. Ce n'est pas eux-mêmes qui vendent au consommateur final. Et du coup, ce modèle 3P, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi chez L'Oréal, parce que le modèle 3P, ça nous donne beaucoup plus de contrôle que sur un modèle 1P. Lorsqu'on est sur un modèle 1P, il y a les algorithmes d'Amazon, des différentes marketplaces qui tournent et qui fixent les prix, par exemple. Avec le 3P, c'est nous-mêmes qui pouvons fixer nos prix. On a beaucoup plus aussi de pouvoir sur notre image de marque.
Donc voilà, nos assets, marketing, etc. C'est nous qui contrôlons les promotions, etc. Et bien sûr, ces marketplaces, ça drive énormément de trafic. Ce trafic-là, on ne peut pas le trouver sur nos sites en propre. Donc on a tout à fait intérêt à être présent sur ces marketplaces. Et c'est vraiment, on attend vraiment beaucoup de croissance de ça. Et on en a fait une estimation, mais on pense que les volumes vont augmenter de 70% d'ici 2030 sur ces marketplaces, voire au global. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'introduction. Donc, on vous parlait un peu de burger, de fast-food. Donc, pourquoi ce programme burger? Je vais vous expliquer pourquoi on l'a appelé burger après. Mais une des premières raisons, bien sûr, c'est l'accélération de l'e-commerce. On doit accompagner cette accélération sur les marketplaces. Donc, on doit avoir les outils pour le faire. Mais en parallèle, on a un énorme programme qui s'appelle Neo. Donc, c'est un remplacement de nos ERP ECC. Et on passe de 20 instances ERP ECC vers une instance, donc un corps modèle, 4 instances en fait, mais un corps modèle SAP SAP S/4HANA. Et du coup, avec ces grandes ambitions qu'on a sur l'e-commerce, on se dit qu'on ne peut pas traiter tout ce volume-là dans notre SAP. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de déployer un ensemble d'outils best of breed pour pouvoir gérer l'e-commerce dans le monde de demain. Quelque chose de solide, robuste et qui est future-proof. Et donc l'idée, au final, c'est de tout gérer en dehors de SAP et de ne que reconnaître le chiffre d'affaires dans notre SAP en fin de journée de manière agrégée. D'accord? Donc le fameux burger. Donc l'idée du burger est venue en fait de toutes ces couches en fait applicatives qu'on va mettre en place dans le cadre de ce programme. Donc ce qu'on a déjà ou ce qu'on avait déjà, hein, c'est le pain du haut, qui sont en fait tous les canaux de vente e-commerce qu'on a. Donc ça peut être nos sites web, ça peut être du social commerce via TikTok, ça peut être des marketplaces via Amazon ou autres, ou ça peut être des commandes qui sont même prises par notre service client. Le pain du bas, eh ben, c'est notre ERP, où on reconnaît donc de manière agrégée notre chiffre d'affaires. Et entre ces deux couches, eh ben, on a toutes les couches du burger qui sont tout d'abord la nécessité d'avoir un OMS, donc un Order Management System, un orchestrateur de commandes qui nous permet de connecter donc différents canaux de vente avec différents emplacements de fulfillment. Donc ça peut être des DC, ça peut être des 3PL, ça peut être des boutiques hein, avec des fonctionnalités omnicanal. On a besoin de pouvoir capturer des paiements. Et donc nous, on a pris le choix de partir avec Fluent Commerce pour opérer cet OMS pour nous. On a aussi besoin, donc, vu qu'on ne gère plus SAP pour facturer nos clients, nos consommateurs finaux, ben, on a besoin aussi d'avoir des outils de facturation. On a besoin de pouvoir réconcilier les paiements. Donc, on reçoit des paiements en ligne, ben, il va falloir les réconcilier avec les factures pour s'assurer qu'on a bien été payé. Donc on a besoin de réconcilier ça. Et on a besoin aussi d'agréger les ventes. Donc, à partir des factures détaillées, ben, agréger les ventes dans notre ERP. Et donc, par exemple, en Europe, on a pris le choix de Sabrim, qui est une solution un peu 3 en 1 pour nous, qui fait l'ensemble de ces fonctionnalités-là. Et puis finalement, mais aussi très important, dès lors qu'on travaille avec des plateformes où on a du stock qui nous appartient dans une plateforme, ou lorsqu'on travaille avec une 3PL qui a du stock qui nous appartient dans leur système, eh ben, on doit s'assurer que les stocks soient bien réconciliés. Hein, il faut que dans notre compte balance stock, il faut qu'il soit réconcilié avec le stock physique et informatique qu'on a dans les systèmes 3PL et 3P. Et on a aussi besoin de réconcilier nos ventes. Il faut qu'on s'assure que ce qu'on a facturé, donc dans cet exemple, dans Sabrim, il faut qu'on s'assure que ce chiffre d'affaires se retrouve bien dans l'ERP. Donc on met en place en fait, des outils qui nous permettent d'automatiser un maximum, parce qu'on a des énormes volumes. Donc automatiser ce processus de réconciliation pour s'assurer que, voilà, que notre ERP reflète bien la réalité en termes de vente et en termes de stock. Là, on a pris le choix de Elasticsearch pour cette partie-là. Donc pour nous aider sur ce programme, on a fait appel à KPMG. Parce que c'est un programme assez complexe. Et je vais laisser Cyril du coup expliquer un peu plus de quoi il s'agit, de quoi il s'agissait en détail. Merci Amir. Ce que je vous propose, c'est de commencer, pour que ce soit très opérationnel, de prendre un cas d'usage qui vient tout de suite en tête.
c'est le cas d'une commande qui est passée par un client, parce que les fonctions de l'OMS sont multiples. Hein. On a la gestion des retours, on a comment est-ce qu'on pousse une image de stock à jour sur les différents sites e-commerce. Mais la base de la base, c'est quand même le client qui passe sa commande. Donc, la première étape, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué Amir, le client il peut passer sa commande sur différents sites en propre L'Oréal, Lancôme.com, Kerastase, Skills, etc. Et tout ça, c'est géré avec Salesforce en back-office. Mais il peut également passer sa commande sur des sites employés, aussi gérés sur Salesforce, sur des marketplaces, sur du social commerce. Il y a une multiplication de fronts par lesquels on peut passer. Une fois que le client passe sa commande, la première étape, c'est d'obtenir l'autorisation de paiement. Et pour ça, on passe par des outils PSP, Payment Service Provider, qui vont permettre d'autoriser le paiement du client. Ensuite, la commande arrive dans l'outil d'Order Management System, qui lui va orchestrer. Donc orchestrer, ça veut dire choisir le point de livraison le plus pertinent par rapport au panier qui est commandé par le client et par rapport à la localisation géographique du client. Sachant que L'Oréal peut faire appel à plusieurs pistes. Il y a des 3PL, il y a des centres de distribution en propre, mais on peut aussi livrer depuis le réseau de boutiques de L'Oréal. Donc l'OMS doit calculer quel est le meilleur chemin, le chemin le plus efficace pour livrer le client en temps et en heure. Une fois que la commande est préparée et que le BL est créé, les WMS ou les systèmes de gestion des stocks renvoient l'information à l'OMS que la commande est livrée, ou la commande est expédiée plutôt, ce qui permet de déclencher la facturation. Donc l'OMS va envoyer une alerte à l'outil de facturation, donc ça BRIM pour l'Europe, qui va générer la facture et l'envoyer au client, soit via un mail direct, soit sur le site du client pour qu'il puisse télécharger sa facture sur la plateforme. Cette facture, il faut qu'on puisse la réconcilier par rapport au paiement. Paiement dont on va capturer, dont on va réellement réaliser la capture une fois qu'on a envoyé la commande au client. Donc on va recevoir ce qu'on appelle des settlement reports depuis les PSP, qu'on va réconcilier avec la facture pour s'assurer qu'on a bien reçu les paiements de tous les clients. À la fin de la journée, comme le disait Amir, on va agréger ces commandes dans l'ERP. L'ERP, demain chez L'Oréal, donc S4HANA, ne veut pas avoir à gérer le détail de chaque commande opérationnelle de tous les clients, mais a uniquement besoin de voir le chiffre d'affaires reconnu par SKU, par boutique, par segment de marché. Et donc, c'est à ce moment-là que ça se produit. Mais ce n'est pas encore fini, parce qu'il faut quand même s'assurer que toutes les informations qui sont dans ces différents systèmes sont les mêmes, qu'on n'a pas d'informations qui s'est perdue au fil de l'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des outils de réconciliation, donc Elasticsearch, qui va d'une part permettre de réconcilier les ventes, s'assurer que le chiffre d'affaires reconnu dans SAP est le même que la somme de toutes les factures que j'ai envoyées à mes clients, d'une part, et d'autre part, réconcilier les stocks pour s'assurer que le stock physique dans les boutiques ou dans les entrepôts est le même que le stock que j'ai dans S4HANA. Donc voilà ce que c'est que le burger. Donc, programme qui a de multiples enjeux et de multiples complexités. Je pense que vous avez pu en percevoir quelques-unes déjà. La première, c'est que c'est un programme qui est multisolution. Donc vous l'avez vu dans le burger, ce n'est pas un outil. En réalité, c'est 3 outils et qui ont des spécificités ou des subtilités pour chaque zone géographique. Donc déjà, c'est un premier niveau de complexité. Mais surtout, le burger, et l'OMS en particulier, c'est un système qui orchestre, donc qui par définition doit être au centre de plein d'autres outils qui, eux, sont très spécifiques aux différentes zones géographiques sur lesquelles on va déployer le burger. Donc c'est à chaque fois des équipes différentes qu'il faut mobiliser sur le projet, qui ont d'autres projets en parallèle dont il faut s'assurer des ressources. Et c'est un travail de coordination important. Deuxième difficulté, c'est que le programme est multidépendant. En fait, on vous l'a dit, Neo, donc S4HANA, ne veut plus voir qu'une information agrégée du D2C dans l'ERP. Ce qui veut dire, en fait, c'est que le burger, c'est un prérequis de Neo. Neo, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un programme qui est gigantesque pour L'Oréal.
Donc on ne peut pas du tout se permettre de mettre Neo en retard, sinon c'est des rallonges de délai et de coûts qui sont très impactantes. Donc on est très exposé sur ce sujet-là et on ne peut pas se permettre d'être en retard. On est également dépendant d'autres projets, le projet ODEST notamment, qui a pour but de déployer Manhattan sur la partie WMS dans toutes les centrales de distribution de L'Oréal, et donc centrales qui doivent interagir avec l'OMS. Et puis, on est dépendant de tous les programmes Marketplace. En fait, quand on dit qu'on veut mettre Amazon, bah, c'est un projet Amazon spécifique pour la France, c'est un projet Amazon spécifique pour les US. Et donc, on est aussi très interdépendant de ça, puisqu'il faut qu'on récupère les informations des commandes d'Amazon. Voilà. C'est un programme qui est complexe aussi parce qu'il est multifonctionnel. On pense bien sûr à la supply chain, on pense bien sûr au commerce, mais il y a aussi des sujets qui sont très finances, dès lors qu'on parle de réconciliation des ventes, dès lors qu'on parle de facturation. C'est aussi des problématiques taxes à prendre en compte, avec chaque pays en Europe qui a ses réglementations propres au niveau des taxes. Et c'est également des sujets pour le contrôle interne, puisqu'il faut s'assurer qu'on réponde aux exigences de traçabilité que nous demandent les auditeurs. Donc KPMG peut faire partie sur certains sujets. Et puis c'est également un projet complexe parce qu'il est multigéographique. Là, on a parlé de l'Europe et des US, mais on a également d'autres pays qui seront amenés à être déployés à l'avenir. Alors, du coup, comment est-ce qu'on résume ça et quelle est la méthode pour adresser cette complexité? En fait, la question qui se pose, c'est on a l'opportunité de standardiser les processus, les façons de faire, aligner tout le monde sur les bonnes pratiques qui sont données par le groupe. Et d'un autre côté, on a un timing qui est hyper contraint grâce ou à cause de Neo et de S4HANA, qui nécessite de déployer plusieurs pays en parallèle parce qu'il faut avancer vite. Donc, l'approche qui a été suivie, c'était d'avancer en 2 phases, avec une première phase pilotée par les équipes globales, groupe, donc Amir, pour donner le référentiel métier et s'assurer que toutes les exigences clés sont respectées dans les processus qu'on va mettre en place sur le terrain. Et dans un deuxième temps, un delivery qui est géré au niveau des zones pour accélérer et être en capacité d'aller le plus vite possible avec des déploiements qui sont réalisés en parallèle. Donc, quelques éléments peut-être de chiffrage ou pour vous donner un peu une estimation de ce que ce projet peut représenter. Donc, lors de la première phase, on a œuvré pour définir donc, les spécifications métiers derrière chacune des couches du burger, ce qui permet derrière d'assister sur la sélection des outils les plus pertinents pour le groupe. C'est également là qu'on a défini la gouvernance projet, identifié comment est-ce qu'on allait piloter, le RACI entre le global, les zones, le métier, l'IT, etc. Et puis, il a fallu également passer par le processus de gate de L'Oréal, présenter un budget, un retour sur investissement, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ça, c'était une phase de 6 mois à peu près, avec de nombreux ateliers, cross-zone, cross-fonctionnel, avec plus de 40 personnes qu'on a impliquées. Et puis, dans la phase de délivrer, donc je le disais, là, chaque zone avait son programme director, avec son budget, ses ressources, son planning. C'est eux qui avaient la main sur les ateliers, etc. Le global restait quand même impliqué pour garantir que le référentiel métier était appliqué et sign-off sur les spécifications ou à des milestones clés. Et donc, sur cette partie-là, KPMG, on intervenait plutôt dans un rôle de PMO pour sécuriser le planning, les risques, à la fois au niveau zone et au niveau global. Et on pouvait intervenir en renfort un peu spécifique sur des workshops un peu spécifiques ou par exemple à des moments où il fallait plus de ressources, par exemple sur la préparation de la phase de test, les cahiers de test, la réalisation des tests. Quand même un succès dont on peut se féliciter, Amir, c'est qu'au bout d'1 an, on a mis ça en place sur toute la zone Europe. Enfin, je dis, on a mis ça en place. En fait, le Go Live est aujourd'hui pour la zone Europe, donc je ne veux pas trop m'avancer non plus, mais a priori, ça devrait aller, j'espère. Et puis, voilà, c'est des équipes importantes qui sont constituées au niveau de chaque zone, avec à peu près 50 personnes par zone, plus de 15 outils interfacés dans chaque zone. Donc voilà, un projet complexe. Merci beaucoup, Cyril. Donc, cette organisation projet, elle avait aussi beaucoup de sens par rapport à notre organisation opérationnelle, parce qu'on vise vraiment une organisation omnicanale et régionale, donc par zone.
Donc, quel que soit en fait le flux, hein, si les commandes viennent du marketplace, ou de nos sites e-commerce, de nos boutiques ou de nos ventes aux employés, ce sont les mêmes équipes qui opèrent en fait au niveau de la zone. Donc ils font l'animation commerciale, merchandising, donc ça c'est plutôt côté, on va dire, digital hein, que c'est fait, mais ils sont organisés ensemble avec nous. Et côté supply, plutôt tout ce qui est pilotage de la demande, de l'approvisionnement, gestion de tout ce qui est call center, service client, tout le cycle order to cash avec ces opérations d'agrégation et de nécessité de réconciliation, etc. Pilotage des stocks, traitement des commandes, tout ce qui est KPIs, reporting, analyse de la performance, etc. Tout ça, c'est fait au sein des mêmes équipes et tout ça pour avoir vraiment la maîtrise complète de nos ventes et de nos stocks au sein d'une même équipe qui a vraiment l'accountability totale hein, du D2C au sein du groupe L'Oréal. Et c'est cette organisation-là qu'on vise aussi bien en Europe qu'aux US. Et bien sûr, avec un accompagnement transversal, hein, parce que ce n'est pas que de la supply, hein, on a aussi l'implication des équipes IT, des équipes ressources humaines, finances, etc. Et donc, pour conclure, donc, le business case hein, du burger, c'était vraiment pour accélérer hein, sur le D2C via ces marketplaces, permettant vraiment de gérer des gros volumes. Comme je vous disais, 70% d'augmentation d'ici 2030, c'est 75 millions de commandes en plus. Donc voilà, il faut avoir les capacités pour le faire. Donc il nous faut des solutions, une plateforme qui est vraiment tournée vers l'avenir, qui peut supporter cette croissance, qui peut aussi nous aider à développer des nouveaux services, notamment omnicanal, pour nos clients, pour faire du buy online, pick up in store, pour faire du buy online, ship from store, etc. Et puis aussi nous donner la capacité à avoir des organisations qui sont agiles et supportées du coup par des outils qui sont un maximum automatisés hein, pour leur permettre d'être efficaces et d'être performants dans leur job. Et finalement, eh ben, ça nous permet aussi d'avoir une traçabilité de bout en bout parce qu'il y a quand même quelques contraintes réglementaires à respecter. Il faut qu'on s'assure notamment sur la réconciliation qu'on reconnaît bien nos ventes dans notre RP. Mais c'est aussi au final hein, pour subvenir aux besoins de nos clients. Et sur cela, ben, on a terminé cette présentation. Et je pense qu'il nous reste du coup 15 minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. C'est ça, c'est exactement ça. Il nous reste 15 minutes pile pour... Vous pouvez déjà commencer à lever la main si vous avez des questions. Déjà, merci beaucoup parce que franchement, venir le jour du Go Live, c'est bien. Il faut croiser les doigts un peu, mais j'imagine que vous avez déjà des indications. C'est sous des bonnes mains, dans des bonnes mains. C'est ce qu'on a compris. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'ai une question sur le côté, là, vous avez dit, c'est une organisation pour le direct to consumer. Il y a un process SNOP qui est uniquement dédié à ça, du coup, ou bien ça fait partie des ventes globales, du SNOP global chez L'Oréal? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. Bon, ça fait partie de la globalité d'un ensemble SNOP. Après, ça dépend un peu du poids du business dans chaque zone, dans chaque région. Si on prend les US, par exemple, ou même l'Asie, hein, où les volumes sont énormes, on a besoin d'avoir un processus SNOP qui est aussi dédié sur la partie marketplace, sur la partie régionaux, par région aussi. Oui, donc voilà, donc on adapte les processus SNOP par rapport au contexte et par rapport aux volumes qui sont touchés par les différents canaux de distribution qu'on a. C'est de l'agilité, quoi. C'est de l'agilité, c'est, je pense, de l'intelligence aussi. Hein. Il faut qu'on mette nos ressources là où ça a du sens, là où on a les gros volumes. On ne va pas s'amuser à faire des forecasts dédiés, retail, pour l'Europe notamment, parce que c'est tout petit. Donc là, ça rentre en compte dans le SNOP global ou de l'Europe. Par contre, en Chine ou en Asie, bah oui, on va plutôt faire des prévisions dédiées pour ce canal de distribution-là, parce que c'est représentatif dans leur chiffre d'affaires. Donc on le voit là, vous dites 75 millions de commandes
en 2030, c'est ça? Dans 5 ans? Oui, bah c'est des estimations, on va dire, réalistes. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais... Parce qu'à côté, le retail, etc., n'a pas ces croissances-là. On est vraiment... Là, là, on est sur l'e-commerce. Ouais. Oui. Mais du coup, normalement, l'OMS est là aussi pour pouvoir justement utiliser à bon escient tout le réseau que vous avez au niveau logistique, fulfillment, etc. En 2030, le réseau, vous pensez qu'il tiendra le coup ou il faudra le rendre plus costaud au niveau physique? Non, il faudra certainement le rendre plus costaud. Hein. Il y a des études de network qui sont en cours en ce moment même, notamment pour l'Europe. Comme vous l'aurez vu, on a peu de volume aujourd'hui en marketplace en Europe, donc on attend une grosse accélération. Ce n'est pas forcément avec nos centrales de distribution européennes aujourd'hui qu'on va pouvoir répondre à ces volumes. Donc sans doute qu'on va travailler, bon, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire encore, mais sans doute qu'on va devoir étayer notre réseau de distribution avec plusieurs 3PL dans différents pays où on a les Vous en avez différents déjà volumes. beaucoup, un nombre impressionnant de 3PL. Oui, après ça c'est au niveau global. Il faut savoir que là-dedans, il y a la Chine. Hein, je parlais il y a plusieurs 3PL, plusieurs d'ici. Hein, je pense qu'il y en a une bonne quinzaine rien qu'en Chine. Donc si on a ces volumes-là en Europe, aux US demain, oui, il nous faudra aussi un réseau de distribution un peu similaire qui puisse répondre à cette croissance et à ces volumes. Et pour certaines marketplaces, ça fait du sens aussi de faire du fulfill par la marketplace. Oui. Donc on va confier les stocks qui restent la propriété de L'Oréal en l'occurrence, mais en réalité la livraison et le stockage est assuré par la marketplace. Et on garde le contrôle, parce que vous disiez tout à l'heure le côté, comment ça s'appelle, 3P 3P, oui. 3P, il y a justement les deux scénarios, mais qui ne sont pas forcément... que vous choisissez en fonction du contexte. En fait, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. On choisit en fonction du contexte, et souvent on le choisit en fonction aussi de la maturité, quelque part, de la marketplace en logistique. Oui. Si on regarde Amazon, par exemple, Amazon, c'est le plus grand logisticien du monde, quelque part, en tout cas dans l'e-commerce. Et on sait qu'ils savent livrer plus rapidement que nous, avec beaucoup de qualité derrière. Ils ont un réseau de distribution qu'on n'a pas. Et donc, ça a du sens d'utiliser leur capacité. Après, il y a aussi des intérêts commerciaux. Parce que si on laisse notre opération être gérée par Amazon, ça nous fait accéder à Prime. Et dès lors qu'on est avec Prime sur Amazon, on est en haut de la liste, on peut livrer en 2 jours, on a plus de chances à avoir de la conversion sur leur site et donc à augmenter notre chiffre d'affaires. Mais c'est vous qui continuez à gérer les prix. Alors quand on est en modèle 3P, c'est nous qui gérons les prix, en effet. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour nous. Parce que si on laisse la main à Amazon, c'est leur algorithme qui va fixer les prix. Et ce n'est pas forcément toujours en ligne avec la politique de prix qu'on veut mener, notamment avec nos autres distributeurs. Et ça veut dire que là, vous avez fait le choix du modèle 3P ou bien il y a quelques modèles, suivant les cas, de modèle 1P où finalement... Alors, pour le moment, on fait encore beaucoup, si on prend Amazon encore, on fait encore beaucoup de 1P. Mais c'est en train d'évoluer. Mais c'est en train d'évoluer. C'était beaucoup une opportunité pour le luxe sur Amazon, parce que sur le luxe, on a ce qu'on appelle des contrats sélectifs avec nos distributeurs. Et la seule manière pour nous de vendre sur une marketplace, c'était d'être le vendeur. On ne pouvait pas laisser Amazon vendre des produits de luxe parce qu'ils n'ont pas ce contrat sélectif qui requiert en fait une empreinte physique en termes de boutique. Et donc, c'était la seule manière de pouvoir lancer des produits sélectifs comme Lancôme, comme Kerastase, sur nos produits professionnels, etc. Après, sur du mass, on regarde aussi beaucoup c'est surtout en Asie où ça a encore c'est encore profitable, on va dire, parce que c'est difficile d'être profitable sur du mass en Europe et aux US, mais en Asie, c'est toujours possible parce que on a des prix ou des tarifs qui sont quand même un peu inférieurs. Et donc là, ça a plus de sens aussi de se lancer dans les marques de masse en e-commerce. Donc c'est par rapport au contexte, c'est par rapport à l'opportunité commerciale, les coûts, le return on investment, en gros. OK.
Est-ce qu'il y a une question qui vous vient au fur et à mesure? Moi, j'en ai encore plein, hein, il n'y a pas de souci. J'avais une question aussi. Là, on parle du burger. Bon, effectivement, ça donne faim, mais le pain, là, Néo, il est pas encore... on en est où? C'est encore en cours? Oui, c'est encore en cours. Donc, c'est un projet où on a déjà fait plusieurs Go Live. Hein. Donc, la Chine est live, la France est live, entre autres. Il y a Taïwan, Hong Kong, bon, il y a plusieurs pays. Et puis, on est en train de faire le rollout sur les autres géographies du monde. Et c'est un projet qui va durer sans doute jusqu'à 2029, avant qu'on ait le rollout complet. Vous serez prêt en 2030 avec les... Voilà, on y sera là, avec le burger, avec Néo, avec tout, en 2030. Avec le WMS aussi, c'est aussi en Alors cours. Le WMS, on est plutôt en fin de parcours. Donc normalement, à la fin de l'année, on aura déployé l'ensemble des sites qui vont aller sur cette solution-là. Mais du coup, quelle est la difficulté quand on met en place là un OMS Fluent Commerce? Alors là, c'est sur l'Europe. Là, le Go Live, il concerne. Oui, alors le premier Go Live, c'est sur l'Europe de l'Ouest. Et donc, alors que Néo est peut-être pas encore. Ça veut dire qu'il faut aussi faire des connexions avec les anciennes instances SAP. Comment on fait sur ça? Non. Alors, on a deux cas de figure. En fait, la nécessité du burger, pour toutes les raisons qu'a évoquées Amir, est arrivée juste un petit peu après Néo. Donc, on a certains pays qui sont déjà live sur Néo, donc sur S4HANA. Et donc là, on est dans une logique de remédiation. Ouais. Donc aujourd'hui, dans ces pays, on accepte le détail de toutes les commandes du D2C et on met en place le burger pour remédier et pallier et retourner dans une logique d'agréger les ventes dans S4. Et ensuite, pour les pays qui sont encore sur SAP ECC, c'est justement ça la difficulté. Il faut faire le burger en parallèle de la mise en place de Néo. Donc on ne se connecte pas à SAP ECC pour ensuite casser et ensuite se connecter à Néo. On fait les deux en même temps. Donc vous suivez les go live de Néo. D'accord. Ouais. Ah, ok. Ok, et avec la difficulté que vous avez aussi un autre déploiement avec les WMS. Mais ça, j'imagine qu'il est un peu en avance par rapport au calendrier Enfin, en avance, je veux dire. Décalé un peu en avance de phase. Oui, et j'en ai pas parlé, mais sur les solutions PSP, il y a aussi un programme de rollout de Process Out et qui est également interdépendant avec l'OMS. Je pense qu'on avait une question dans le public. Ah oui. La question, c'était comment vous faites pour avoir des données fiabilisées? Est-ce que vous avez une redondance entre les différents logiciels? C'est-à-dire comment vous assurez qu'il n'y a pas une rondelle de tomate qui s'est perdue entre tel logiciel et tel logiciel? C'est une très bonne question parce que c'est le challenge ultime lorsqu'on est sur des écosystèmes complexes avec énormément d'outils qui parlent ensemble, avec des centaines d'interfaces qui tournent tous les jours. Bon, nous, de notre côté, on a cette partie, on va dire, réconciliation qui nous permet quand même de réconcilier entre certains de nos systèmes. Après, nos équipes IT, ils ont des outils de monitoring, donc, qui est également basé sur Elasticsearch, qui permet de monitorer les commandes, si elles passent bien de nos sites vers l'OMS, vers le WMS, etc., avec des solutions d'alerting, etc., qui permettent d'identifier s'il y a des erreurs, des doublons, ou des fichiers qui sont perdus ou des connexions API qui ne marchent pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah oui. Si vous pouvez vous présenter, c'est encore mieux, comme ça on a toutes les infos. Comme c'est filmé, c'est bien. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Ali, Business Analyst de chez Capgemini. Donc, vous avez mentionné qu'il y a plusieurs projets en cours, le changement de SAP, aussi le changement de WMS. Je voulais savoir quels critères vous utilisez pour savoir quelle priorité pour le site. Vous commencez dans ce site, le deuxième, le troisième. C'est quels critères pour prioriser ces rollouts? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Je pense, si on prend le cas de Néo, par exemple, on a pris le choix de commencer avec l'Espagne et Iberia. Et je pense que le choix, c'est un rationnel de un marché qui n'est peut-être pas le plus complexe du monde, un marché qui travaille en hub. Donc l'Espagne, il travaille avec le Portugal. Il y a des flux
voilà, intra-groupe, entre deux différents pays, etc. Donc, il y a quand même une certaine complexité. Mais voilà, ça nous permet quand même de faire un peu de test and learn avant de s'engager sur des gros mastodons comme la Chine ou comme les US. Donc, généralement, le pilotage qu'on fait, c'est on prend des use cases qui ne sont pas trop complexes, mais en même temps qui ont une certaine complexité, qui nous permet d'acquérir une expérience avant de s'attaquer aux gros marchés ou aux gros sites ou qui nécessitent énormément de change management, énormément d'alignement, etc. Parce qu'on est quand même dans un contexte très complexe chez L'Oréal avec beaucoup de fonctions, beaucoup de gens hein, qui doivent travailler sur les différents systèmes, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que on fasse la clôture de la conférence? Moi, j'ai quand même une question sur l'OMS, parce que évidemment, tout le monde parle d'IA, etc. Mais est-ce que là, a priori, un OMS, ça traite les commandes, on ne se dit pas il faut nettoyer les données, etc. C'est les commandes qui viennent. Mais par contre, j'imagine qu'il y a un historique, il y a des règles. Un OMS, c'est des règles, etc. Mais est-ce qu'on se base aussi et on peut faire évoluer les règles en fonction d'un historique en se disant, voilà, on capitalise sur notre expérience et notre historique des commandes passées? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est proposé dans les OMS? Alors, on n'en a pas forcément parlé, on commence à réfléchir sur ce genre de cas de figure. Et d'autant plus demain, hein, on pense que voilà, le monde va changer. Un OMS qu'on aura demain, il ne va pas forcément seulement se connecter à nos centrales de distribution. Peut-être qu'il va des fois se connecter à notre centrale de distribution ou une boutique chez nous, peut-être des fois chez une plateforme pour une commande qui est passée sur notre site, par exemple. Et donc on sait qu'il va falloir qu'on travaille sur l'intelligence qu'il y a derrière. Et bien sûr, on voit une grosse opportunité avec l'IA pour nous aider à faire ces arbitrages voilà, sur un certain nombre de critères, etc., avec le machine learning, hein, tout simplement, hein, pour nous trouver le meilleur créneau. Et surtout demain, on pense, bon, on n'en a pas beaucoup parlé ici, mais demain, on pense que le agentic commerce sera la nouvelle grande chose. C'est-à-dire que les gens n'iront plus forcément sur Amazon pour faire un achat ou sur notre site pour faire un achat. Ils vont communiquer avec leur chat GPT de demain. Ils vont leur demander est-ce que vous pouvez m'acheter le produit La Vie est belle dès lors qu'il est livré en moins de 2 jours et qu'il coûte moins que 40 €. Et c'est l'IA qui va faire cet achat. Et l'IA va pouvoir se connecter ou bien sur nos sites, ou bien sur des marketplaces, ou un peu partout. Et donc derrière, bien sûr, il faudrait que nous, notre OMS, nos outils de replenishment, hein, parce qu'il faut qu'on ait le stock au bon endroit, au bon moment, etc., prennent en compte cette évolution. Et clairement, l'IA, ce sera le chemin à prendre aussi pour nous, pour demain. Oui, parce qu'il faudra avoir les KPI les plus performants pour être choisi par l'outil, au-delà du prix aussi, parce que j'imagine qu'il y aura tout un certain nombre de critères qui seront pris en compte. Oui, c'est ça. Et de pouvoir prédire tout ça, on aura besoin de l'IA, ça c'est sûr. OK. Si, dernière question, si elle est courte. Bonjour, Aline Rocha de Future Master. Et les données, vous utilisez des différents cloud providers, vous savez, les données, pardon. Est-ce que vous utilisez des différents cloud providers? Vous travaillez avec un seul? Je voudrais savoir un peu. Avec différents cloud providers? Oui. Dans quel domaine? Pour tous les projets, est-ce que vous utilisez un seul cloud provider, des différents? Les données sont gardées dans les pays? Je sais après, je ne suis pas un expert IT, moi, mais je sais qu'on se dirige de plus en plus vers le cloud, hein, dans l'ensemble des applications qu'on utilise. Je pense que c'est le cas d'ailleurs avec Future Master, avec l'évolution qu'on va faire avec vous. C'est le cas aussi avec Salesforce. On travaille beaucoup avec Salesforce sur tout ce qui est site web, etc. Donc tout ça, on est en train de se diriger vers le cloud sur pratiquement toutes les applications qu'on a. D'accord, merci. OK, écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu pour ce Go Live. On vous donne toute notre énergie pour que ce Go Live se passe très bien et que ça continue et que ça essaime au niveau global. Merci. Super.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez faim maintenant. Vous pouvez aller déjeuner.